Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Il y a eu un réaménagement au sein du gouvernement ce mercredi. Le président de la République a signé des décrets de nomination. Des ministres ont fait leur entrée au gouvernement. Il s'agit notamment d'Adama Diawara en qualité de ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Albert Flindé, ministre de l'Intégration africaine. La Côte d'Ivoire reste mobilisée contre le coronavirus. Dans ce 20h, nous ferons une immersion au service des maladies infectieuses du CHU de Trècheville. Comment se fait la prise en charge des malades de Covid-19? Dans quelles conditions travaillent les agents de santé? Comment les malades du coronavirus sont-ils traités? Élément de réponse tout à l'heure. Le nombre de cas positifs de Covid-19 a atteint un pic important hier mardi, 127 cas enregistrés par le ministère de la Santé. Ce mercredi, pour comprendre cette situation, nos équipes de reportage ont fait le tour des centres de dépistage du Grand Abidjan. Constat, enseignants et élèves sont les plus nombreux à se faire dépister. La tour A dans la commune du Plateau fait peau neuve. Elle a été réhabilitée récemment par l'État de Côte d'Ivoire. Le bâtiment a fière allure et attire tous les regards. Travailleurs et visiteurs sont séduits par la beauté et les commodités de la tour A logée à la cité administrative au Plateau. Soyez la bienvenue sur RTI 1. Comment se porte le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly? Le chef du gouvernement qui est allé pour ses soins en France se porte très bien et rentre bientôt à Abidjan. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu avec lui hier mardi par visioconférence. Ils ont évoqué, je rappelle, notamment la mise en œuvre du plan de riposte sanitaire, économique, sociale et humanitaire pour faire face au Covid-19. Je vous propose un extrait de leurs échanges. Moi, je suis content de pouvoir votre mine bien reposer. Oui, tout à fait, M. le Président. Donc, mon programme, c'est du repos et des exercices. Ça donne donc des résultats et bon, nous sommes un peu informés de. Vous avez eu cette étape de dire qu'avec l'activité gouvernementale relativement chargée, on peut à l'intérieur, afin de faire face à la crise du Covid-19. Monsieur le Président. Oui. Il fallait que je fasse un peu de temps pour proposer. J'avais mon contrôle qui était prévu mi-avril, qui devait faire de cette activité extrêmement chargée. Oui. Je suis heureux d'avoir eu, grâce à vous, l'occasion de pouvoir me rendre à Paris pour le faire. Oui. Ça s'est bien passé, c'est la meilleure fois. Bon, écoutez, moi, j'en suis heureux et maintenant, il faut en profiter pour prendre un peu de repos. Et puis aussi, bien sûr, comme nous en sommes convenus tous les matins et tous les soirs, nous ferons un point. Et puis, bien entendu, entre les deux, vous pouvez m'appeler à tout moment. Et moi, également, je vous appellerai en cas de besoin. Demain, on ne ferait pas de conseil des ministres. Nous voulons consacrer la journée de demain à la préparation du Conseil national de sécurité, puisque l'intérieur a repris les activités, je devrais dire, et les choses se passent bien. Donc, il y a le Premier ministre par intérim qui préside les réunions aujourd'hui, et demain, le monsieur sera annoncé pour prise d'effet le vendredi 15 en ce qui concerne Abidjan. Et vous avez les salutations du vice-président, du ministre d'État, ministre de la Défense qui assure votre intérim, et du secrétaire général de la présidence. Au dernier conseil, j'ai eu l'occasion d'informer les ministres que vous vous portez bien et que vous profitez de cette période pour vous reposer. Je vous pouvez bien le traduire donc également à tous les messages qui ont été envoyés par les uns et les autres. Donc, les messages vocaux, des SMS, des appels que j'ai vus. Oui. Certainement, je vous la dire merci. D'accord. Donc, à très bientôt, sans doute à demain. Merci beaucoup, le Président. Merci beaucoup. Et bonne journée.
Ils font partie désormais du gouvernement. Amadou Gon Coulibaly, le président de la République, je rappelle, a signé ce jour des décrets et des nominations. Et à l'issue de ce réaménagement, des ministres ont fait leur entrée au gouvernement. Il s'agit notamment d'Adama Diawara, en qualité de ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il remplace Mabry Touakeus. Albert Flendé lui signe son retour en tant que ministre de l'Intégration africaine. Nous écoutons la déclaration du secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Achi. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 13 mai 2020 à la signature de plusieurs décrets de nomination. Au titre du gouvernement, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, le président de la République a signé un décret portant nomination de membres du gouvernement. Ainsi sont nommés ministre des Affaires étrangères, M. Ali Coulibaly, ministre de la Culture et de la Francophonie, Mme Raymonde Goudou Kofi, ministre chargé des Affaires maritimes, M. Philippe Dapa-Légré, ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Albert Flendé, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Adama Diawara, ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du service public, M. Roger Adom, au titre du Conseil supérieur de la magistrature et conformément à l'article 145 de la Constitution, le président de la République a procédé à la signature d'un décret portant nomination de Mme Chantal Nanaba Camara, présidente de la Cour de cassation, en qualité de présidente du Conseil supérieur de la magistrature, pour une durée de 3 ans. Par ailleurs, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, le président de la République a signé un décret portant nomination de ministres gouverneurs de districts autonomes. Ainsi sont nommés ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, M. Robert Mambé-Begré, ministre gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, M. Augustin Abdoulaye Thiam Oufoui, fait à Abidjan le 13 mai 2020. À l'issue de ce réaménagement, les ministres Ali Coulibaly et Raymonde Goudou Kofi ont été confirmés, vous l'avez entendu, dans les ministères dont ils assuraient l'intérim. Raymonde Goudou Kofi reste donc à son poste de ministre de la Culture et de la Francophonie et cède son fauteuil de ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du service public à Roger Félix Adom. Mais qui est l'homme? Quel est son parcours? Son portrait est dressé pour vous par notre reporter Mama Traoré. Roger Félix Adom fait partie de ces brillants technocrates ivoiriens à avoir fait leurs preuves au sein de grandes institutions. Le nouveau ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du service public est titulaire d'un MBA de l'Institut d'administration des entreprises de Paris. Il débute sa carrière en 1990 dans le secteur privé comme consultant en système d'information pour le compte de cabinets de renom. En 2003, il est repéré par Orange Côte d'Ivoire et promu au poste de directeur général adjoint chargé des systèmes d'information. 7 ans après, son employeur l'affecte à Paris comme directeur du système d'information de la zone Afrique, Moyen-Orient et Asie, avec un portefeuille de 23 pays à superviser. Ces 14 années de prouesse dans le digital vont séduire la Banque africaine de développement qui le recrute en 2017 comme directeur des technologies de l'information de l'institution, poste qu'il occupera jusqu'en mars 2020. C'est donc un fin connaisseur de TIC qui se voit désormais confier la politique gouvernementale de digitalisation des services publics. Âgé de 53 ans, Roger Félix Adom est marié et père de 5 enfants.
Notre pays, la Côte d'Ivoire, est au travail, mais reste mobilisé dans cette lutte contre le coronavirus. On ne relâche pas dans la sensibilisation à tous les niveaux pour contrer cette pandémie. Les chiffres sont tombés. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique vient de faire le point de la situation sanitaire dominée par la COVID-19. Ce mercredi, on dénombre dans notre pays 55 nouveaux cas, portant à 1912 le nombre de personnes contaminées, dont 902 patients guéris. Nous écoutons le ministre de la Santé, Eugène Aka Awele, au micro de Konaté Moussa. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi 13 mai 2020, 55 nouveaux cas de COVID-19 sur 592 échantillons prélevés, soit 9,3% de cas positifs, 82 guéris et 3 décès. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 13 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 1912 cas confirmés, dont 902 personnes guéries, 24 décès et 986 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 15 260. Le Conseil national de sécurité, qui s'est tenu le jeudi 7 mai 2020 sur la situation de la maladie à coronavirus, a décidé de la levée de plusieurs mesures restrictives à l'intérieur du pays. Cependant, les sorties d'Abidjan nécessitent toujours une autorisation délivrée par le ministère en charge de la sécurité. Toutefois, les demandes d'autorisation de sortie d'Abidjan, qui se font comme à l'accoutumée en ligne, ne nécessitent plus un certificat de test négatif au COVID-19. Le suivi sanitaire de toutes les personnes se rendant à l'intérieur du pays sera assuré au niveau des régions sanitaires. Aussi, nous demandons aux populations de continuer à appliquer les mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143, ou de vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage COVID-19. Je remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Voilà, continuons de respecter les gestes barrières pour stopper ce coronavirus qui touche plusieurs pays. Ce mercredi 13 mai, on dénombre en Afrique, notamment au Libéria, 212 cas confirmés, au Mali 730 cas, au Burkina Faso 766 cas confirmés, au Ghana 5127 cas confirmés, en Guinée 2298 cas confirmés. À ce jour, dans le monde, on enregistre 4 308 055 cas confirmés, 294 155 décès, 1 518 424 guérisons. Notre pays, je l'ai dit, reste mobilisé contre le coronavirus. Comment se fait la prise en charge des malades de la COVID-19? Pour nous faire une idée, nous ferons donc une immersion au service des maladies infectieuses du CHU de Trècheville. L'équipe de reportage du RTI, conduite par Abiba Dambélé Saoué, a été exceptionnellement admise. Vous allez le voir au sein de ce service. Comment les malades du coronavirus sont-ils traités, pris en charge et dans quelles conditions? Élément de réponse. Abiba Dambélé Saoué. Service des maladies infectieuses, CHU de Trècheville, ce mercredi 13 mai. C'est dans cette unité que sont pris en charge les malades de la COVID-19. Nous sommes accueillis par le docteur Doumbia pour une immersion au cœur de cette unité où sont consultés, dépistés et hospitalisés les patients infectés. La consultation, c'est des consultations pour tout venant ou des patients qui viennent pour leur contrôle, n'est-ce pas? Ils ont été déjà dépistés, positifs ou non. Alors, ils ont des symptômes ou non, n'est-ce pas? Donc, ils viennent pour le dépistage.
Ensuite, il y a une salle de prélèvement et on va aller en hospitalisation ou chambre d'enlèvement. Dès cet instant, quand on y entre, il y a un sas, en fait, qui met une démarcation entre l'équipe et les patients. Donc c'est dans le sas qu'on va s'habiller pour pouvoir entrer, n'est-ce pas, pour voir les patients. Avant d'accéder à la zone rouge, l'unité Covid, une longue et minutieuse préparation s'impose. Cache-nez, combinaison étanche, lunettes de protection, double paire de gants et surchaussures. De longues minutes nécessaires pour éviter toute contamination. Nous sommes enfin admis dans la zone rouge où le virus est combattu par une armée de médecins, 40 au total pour l'ensemble des sites de prise en charge. Au SMIT, la parité est respectée. Les praticiennes sont appelées les Amazones. Ce sont elles qui sont en contact permanent avec les malades et leurs familles, les visites étant strictement interdites. Elles s'appellent Dr Diallo, Dr Akodo, Dr Ndao. Ce sont elles qui tiennent le service. Nous recevons les patients rapidement en urgence et nous les prenons en charge avec le traitement adéquat. Nous avons des chambres individuelles et aussi des chambres à 2 lits. Quand on reçoit un patient d'abord, on essaie de voir son état parce qu'il y a quand même le volet de réanimation. Et quand son état est un peu grave quand même, on essaie de l'admettre en réanimation. Maintenant, si on l'évalue qu'il est un peu stable, on l'admet ici et on commence immédiatement la prise en charge. Pour ne même pas traîner parce que c'est une maladie à potentiel épidémique et on ne veut pas traîner dans la prise en charge. Dès qu'il y a le volet psychologique, nous nous présentons aux patients, nous essayons d'être vraiment proches du patient au terme pour pouvoir lui apporter un soutien psychologique. Et quel message vous donnez aux parents? Parce que les parents aussi sont de l'autre côté, derrière le sas, angoissés. Comment ça se passe? En premier lieu, on essaie de les rassurer sur la prise en charge déjà immédiate du patient pour ne pas qu'ils se disent peut-être que le patient n'est pas pris en charge. Et puis, on essaie de voir dans quelle mesure ils peuvent quand même rester en contact avec les parents. Dans quel cas, nous, on essaie d'établir le contact. S'il y a peut-être quelque chose à dire, nous, on donne le message aux parents et on essaie quand même de les rassurer. C'est surtout ça. Le maître des lieux, le professeur Narcisse Bois, nous accueille dans cette unité très fermée. De façon générale, dans notre contexte, c'est le retard à la prise en charge. Les gens tardent à se rendre donc dans les structures sanitaires. Donc on va les traiter pour d'autres affections initialement. Et c'est devant donc l'aggravation progressive que ces patients nous sont par la suite référés. Je crois qu'il y a un message important à passer, aussi bien aux patients même qu'aux praticiens en périphérie. C'est vraiment de référer les malades le plus tôt possible pour qu'on puisse leur donner une chance de s'en sortir. Et quelles sont les populations à risque et quel message à l'intention de ces populations? Alors, je crois que depuis le début de la crise, le gouvernement n'a pas cessé de le répéter, le ministre de la Santé en particulier. Il n'a pas cessé de dire que les populations à risque, c'est ceux surtout qui ont déjà une maladie préexistante autre que le Covid. Et je veux dire toutes les maladies préexistantes. En gros, c'est par exemple les sujets diabétiques, c'est les sujets hypertendus, les sujets qui ont un problème de cœur, donc qui ont une cardiopathie, qui ont une atteinte rénale, qui ont une atteinte du foie, ou bien qui ont un cancer, donc qui sont donc en traitement sous chimiothérapie. Donc toutes ces populations-là, en principe, devraient faire en sorte d'éviter le virus. Chambre 1. Un jeune homme de 25 ans, résident à Yopougon, interné depuis 5 jours. Ces jours ne sont plus en danger. Il a été sévré en oxygène. Entendez par là, il n'est plus sous oxygène. Il témoigne. Le co-chauffeur a commencé à tousser. Il y avait plein de vent dedans aussi. Plein de vent. Palu, tout ça là. Ça me fatiguait. Dieu merci. Dieu a passé par les gens. On m'a envoyé ici à ce qu'on puisse me soigner. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui vont vous écouter? Au moment ma santé, ça va. Depuis ça arrivé ici, là, je me suis retrouvé un peu. Par la grâce de Dieu. Dans la chambre d'à côté, un patient âgé de 80 ans, sous respirateur. En réanimation, 20 postes équipés en respirateur, avec possibilité de faire le monitoring dans une salle dédiée. Chambre 4, une dame de 59 ans, inconsciente, référée par le CHU de Cocody au service de réanimation des maladies infectieuses la veille. Accident vasculaire cérébral sur fond de Covid.
Son état est critique. Dans sa petite histoire, c'est un tableau d'accident vasculaire cérébral et sur lequel probablement c'est greffé un Covid-19. Elle était déjà hospitalisée elle ailleurs? était hospitalisée ailleurs, CHU de Cocody. Donc elle nous est revenue, elle nous a été adressée hier dans la nuit. Donc pour l'instant, nous la prenons en charge, je dirais, entièrement, aussi bien pour son Covid que pour son accident vasculaire cérébral. Et pour cette prise en charge, vous voyez tout cet équipement qui est disponible. Le moniteur qui va permettre de la ventiler en cas de besoin. Pour l'instant, nous ne sommes pas au stade de lui apporter une assistance ventilatoire, mais elle reçoit de l'oxygène pour le dispositif là-bas, qui lui permettent de ne pas être en déficit d'oxygène. Et là, vous avez le moniteur qui permet de suivre son activité cardiaque, d'avoir sa pression artérielle, d'avoir la concentration d'oxygène dans son sang, et puis d'avoir également sa fréquence respiratoire. Donc tous ces paramètres sont retransmis sur le moniteur central. Le chef de service des maladies infectieuses, le professeur Serge Éolier, est le point focal de la prise en charge au niveau national. La Côte d'Ivoire est prête pour la riposte sanitaire contre cette pandémie, et ce grâce aux efforts consentis par le gouvernement. Le pays peut donc s'enorgueillir de réaliser l'un des meilleurs taux de guérison en Afrique, 47,6%, et un faible taux de létalité, 1,2%. Voilà, c'était donc l'immersion au service des maladies infectieuses du CHU de Treichville pour vous faire une idée du traitement et de la prise en charge des malades de Covid-19. Reportage signé Abiba Dambélé Saoué. Le nombre de cas positifs de Covid-19 a atteint un pic important hier mardi. 127 cas enregistrés par le ministère de la Santé. Ce mercredi, 55 cas positifs. Pour comprendre cette situation, nos équipes de reportage ont fait le tour des centres de dépistage du Grand Abidjan. Et comme on le voit, il y a de l'affluence avec en tête de file les enseignants et les élèves. Désormais, le certificat de test négatif de Covid n'est plus une exigence pour sortir du Grand Abidjan. L'annonce a été faite au point presse du gouvernement tenu ce mercredi. Comme toutes les autres communes du pays, Grand Bassam, la ville historique, a vu ses revenus liés au tourisme baisser de façon drastique, toujours à cause du coronavirus. Le maire a défini donc ses actions de riposte face à la pandémie. Le secrétariat d'État au renforcement des capacités est aussi monté au créneau pour dévoiler sa stratégie, comme nous l'explique Gabriel Zani. Plus besoin d'un certificat de test négatif à la COVID-19 pour sortir du Grand Abidjan. C'est en somme le contenu du communiqué lu par le porte-parole de la police au point presse quotidien sur l'évolution de la lutte contre la COVID-19. Les demandes d'autorisation de sortie d'Abidjan, qui se font comme à l'accoutumée, en ligne, ne nécessitent plus un certificat de test négatif à la COVID-19. Le suivi sanitaire de toutes les personnes se rendant à l'intérieur du pays sera assuré dorénavant au niveau des régions sanitaires. Si les demandes d'autorisation de sortie d'Abidjan, le foyer du coronavirus, sont nombreuses, les interpellations, les assistances à personnes en détresse, en revanche, demeurent stables. Les décisions de ces derniers jours ont montré un allègement des restrictions sécuritaires, mais les mesures sanitaires, elles, sont toujours en vigueur dans tout le pays. 127 cas d'infection à la COVID-19 sur plus de 500 échantillons seulement en 24 heures. Abidjan a enregistré hier mardi son plus grand nombre de malades. Le nombre total de personnes diagnostiquées positives était de 1857 sur 14 618 prélèvements testés. 2 nouvelles guérisons de patients atteints de Covid-19, portant à 820 le nombre total de patients déclarés guéris au terme de leur prise en charge. Le défi majeur à relever est de rompre définitivement et dans les meilleurs délais la chaîne de transmission de la maladie dans notre pays. Pour cela, la pleine participation de tous est nécessaire. Oui, 120 guéris de la COVID-19, des résultats encourageants qui résultent de la qualité de la prise en charge des patients et qui font peut-être penser pour bon nombre d'Ivoiriens que le coronavirus est une maladie imaginaire. Pourtant, mieux vaut l'éviter, car comme à Grand Bassam, où s'est tenu le point presse, le coronavirus n'a pas fait de victimes humaines, mais il a endommagé grièvement le tourisme. 400 millions de pertes mensuelles, 430 personnes au chômage technique
hôtellerie et restauration confondus. Pour le secteur du tourisme à Grand-Bassam, nous avons donc constitué un dossier qui présente la situation des établissements, des restaurants, des hôtels, que nous transmettons donc au ministre en charge du tourisme afin qu'il se fasse notre avocat pour la prise en compte dans le cadre de ce fonds. La ville de Grand-Bassam a initié depuis la fin du mois de mars une action de solidarité dénommée Grand-Bassam Fraternité qui visait à recréer du lien social et à rejoindre les personnes affectées économiquement et socialement par cette crise sanitaire. Le maire de Grand-Bassam associe plusieurs actions de lutte contre la pandémie. Mise en place d'une brigade mixte de surveillance, de contrôle, sensibilisation de proximité, dont aux plus vulnérables, des communes aux institutions. L'impact de la Covid-19 est le même. Au secrétariat d'État au renforcement des capacités, les projets de grande envergure comme l'élaboration de la stratégie nationale du renforcement des capacités ont basculé en télétravail. C'est pour cela que le secrétariat d'État au renforcement des capacités a pris l'initiative d'élaborer la charte de l'Ivoirien nouveau. Il nous revient de capitaliser les acquis obtenus en proposant un plan de renforcement des capacités qui nous permette de faire face à ce type d'événement en vue de minimiser l'impact sur les populations et leur bien-être. Selon le secrétaire d'État au renforcement des capacités, la Covid-19 a mis à nu les valeurs de responsabilité et le sens de l'intérêt général. Le département va bientôt lancer la charte de l'Ivoirien nouveau. Le but, appeler les Ivoiriens à la responsabilité, la redevabilité, afin de développer le sens de l'intérêt général. À chacun son cache-nez. La distribution gratuite a débuté. Le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Uwikossi, a distribué aujourd'hui plus de 2 millions de masques de protection à 4 communes du district d'Abidjan. Pendant sa tournée à Bingerville, Plateau, Adjamé et Yopougon, Claude Paulin d'En-Haut a plaidé pour que les maires puissent privilégier les personnes défavorisées dans la distribution. C'est Forazeki. Deuxième journée de distribution de masques de protection en réponse à la COVID-19. Claude Paulin d'En-Haut, président de l'Uwikossi, a sillonné 4 communes du district d'Abidjan. À Bingerville, Issouf Doumbia, le maire, fait la part belle aux commerçants et à la police municipale. Les populations ont déjà reçu des dons venant de la part de la mairie. Donc ces dons du gouvernement viennent pour apporter soutien et assistance aux marchés et aux agents de la police municipale. Nous quittons Bingerville pour la commune du Plateau. Dans cette circonscription, Jacques-Gabriel Ewo, le maire, a pris une longueur d'avance. Il a fait confectionner des masques certifiés réutilisables. Nous avons eu à évoluer au niveau de la mairie en prenant des dispositions pour permettre que le personnel puisse y accéder en toute quiétude, faire de telle sorte que ce personnel puisse respecter les mesures barrières, faire aussi de telle sorte qu'au niveau des quartiers également, par le relais de nos chefs donc de quartier, par la sensibilisation de nos représentants dans les quartiers, sensibiliser les populations pour leur permettre également de respecter les mesures barrières. Une autre commune visitée ce jour par le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Adjamé accueille plus d'1 million de visiteurs par jour. Ici, 1 090 000 masques livrés par D'En-Haut Paulin. Nous allons faire de telle sorte que tous les habitants d'Adjamé puissent recevoir au moins un masque. C'est à Yopougon que prend fin cette deuxième étape. Les commerçants, la police municipale et les représentants des populations informées sont venus récupérer eux-mêmes leur part de masques. Aujourd'hui, avec ces dons, vous allez nous permettre, dans nos différents secteurs, d'harmoniser un tant soit peu le port du cache-nez. Gilbert Kafana Kone, maire de la commune de Yopougon, assure que les masques iront à qui de droit. Nous mettrons un point d'honneur à faire en sorte à ce que ces masques soient distribués de façon rigoureuse et qu'ils atteignent les véritables bénéficiaires. Fin de journée pour Claude Paulin d'En-Haut. Le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire rassure quant à la disponibilité des masques pour toute la population ivoirienne. Il sera remis au minimum 2 masques par habitant. Mais nous souhaitons que par la suite, et c'est ce qui est prévu, que nous ayons des masques réutilisables. Dès que cette commande sera disponible, très rapidement, nous pourrons donc avoir des masques qui nous permettent donc de toucher une plus grande cible et d'avoir une plus grande conservation, parce que les masques chirurgicaux, comme vous le constatez,
ont une durée de vie limitée dans l'utilisation pendant la journée. De Bégerville, en passant par le plateau, Adjamé et Yopougon, 2 442 500 masques ont été distribués ce jour. Pour cette première phase, les commerçants, les agents municipaux, les retraités, les handicapés constituent la cible visée. La presse est aussi au front dans cette lutte. Le syndicat national des agents des organes, des secteurs publics et parapublics de l'information, Syninfo, apporte son soutien à la RTI dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Le Syninfo a fait don de 1000 cache-nez et 5 panneaux de sensibilisation. Le reportage de Grace Kando. Ce rassemblement des membres du syndicat national des agents et organes des secteurs publics et parapublics de l'information Syninfo dans la cour de la maison de la télévision à Cocody n'est pas une manifestation de revendication. Ce syndicat décide d'apporter sa contribution à la direction générale de la RTI dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. Le Syninfo fait don de 1000 cache-nez et de 5 panneaux de sensibilisation. Il est impératif qu'on puisse faire un geste pour montrer non seulement à la direction générale que nous sommes les partenaires sociaux, nous accompagnons la direction générale et prouver à nos camarades travailleurs qu'au-delà du volet syndical, nous sommes des frères, nous sommes des camarades et il faudrait qu'on puisse s'aider mutuellement. Une action en présence du secrétaire général de la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, FESACI, dont le Syninfo est membre. Il s'agit tout simplement de contribuer de façon volontaire, de façon collective, à mettre en place les mesures barrières, mais surtout à sensibiliser davantage le personnel de la RTI. Le directeur général de la RTI apprécie ce don qui vient appuyer les initiatives déjà engagées. Aujourd'hui, nous sommes là dans une union sacrée, d'ailleurs qui témoigne de la convivialité des rapports entre la direction générale et l'ensemble des partenaires sociaux dans notre entreprise et singulièrement ce syndicat majoritaire qu'est le Syninfo. Le Syninfo a décidé de prendre une part très active dans la lutte contre le Covid-19. C'est un geste qui montre la responsabilité, la maturité et l'engagement des travailleurs de notre entreprise et singulièrement ceux réunis au sein du Syninfo. Après la maison de la télévision, tous les autres sites de la RTI bénéficieront également de cache-nez de la part du Syninfo. C'est réconfortant. La solidarité se renforce en cette crise sanitaire. 10 véhicules de type 4x4 ont été remis ce matin au ministère de la Santé dans le cadre justement de la lutte contre la COVID-19. C'est une initiative de la Banque mondiale pour soutenir notre pays dans ses efforts. Valeur du don, 90 millions de francs CFA. On retrouve Grace Kando. La Banque mondiale aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire. Elle vient d'offrir 10 véhicules de type 4x4 au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans le cadre du plan de riposte de la COVID-19. Dans le cadre de la contribution de la Banque mondiale pour la mise en œuvre du plan de riposte national, c'est vrai que la Banque mondiale intervient à hauteur de 75 millions de dollars, soit environ 43 milliards de francs CFA pour appuyer la réponse nationale. Et parmi les interventions que la Banque doit financer, il y a le renforcement des équipes d'intervention rapide du ministère de la Santé pour accroître le dépistage. Donc ce matin, nous avons remis 10 véhicules d'un montant d'à peu près 90 millions de francs CFA. Pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, ce don vient renforcer le dispositif mis en place pour bouter la pandémie hors du pays. Lors du dernier Conseil national de sécurité, le président avait donné des instructions pour que 50 véhicules soient trouvés avant la fin de ce mois à l'effet d'appuyer les districts sanitaires. Donc, nous pouvons considérer que ces 10 véhicules viennent en appui de ce que le gouvernement doit faire, de ce que le ministre de l'économie et des finances va faire pour le compte donc, des districts sanitaires. La Banque mondiale n'est pas à sa première action. Elle avait déjà apporté un appui de 342 millions de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire pour l'accompagner dans ses initiatives de lutte contre la COVID-19.
Et la lutte contre la Covid-19 est aussi menée à l'intérieur du pays. Tous les 4 départements de la région de l'Ifou ont été visités ce week-end par la caravane de sensibilisation et d'assistance de l'Association des cadres du Centre pour le développement, l'ACCD, a échangé avec les populations de Daoukro, Ouélé, Prikro et Mbayakro. Question abordée, le combat contre la Covid-19, les cadres du centre et le président, le ministre Amédée Kofi Kwaku, ont instruit les populations à redoubler d'efforts pour venir à bout du coronavirus. Des dons ont été faits, comme nous le rapporte Léon Brou. Encore des dispositifs de lavage des mains installés dans la localité. Mais ici à Kofi Yamoukro semble s'arrêter le respect des mesures barrières au Covid-19. Illustration avec Mohamed et ses camarades, regroupés autour d'un jeu de cartes, au mépris de la distanciation sociale. Je pense bien que c'est la fin, de la pandémie. Parce que ça fait plus de 2 semaines, il n'y a pas eu de détection de cas à l'intérieur du pays. On ne court aucun danger à l'intérieur. Donc, pour cela, on ne respecte pas ces mesures. Et pourtant, non. La levée du couvre-feu ou la réouverture des restaurants et maquis ne saurait signifier la fin du combat contre le Covid-19. Il faut toujours observer le lavage régulier des mains, l'éternuement dans le pli du coude ou dans un mouchoir jetable, la distanciation sociale d'1 mètre. Objectif, vaincre définitivement la pandémie à coronavirus. Voilà qui explique le périple de l'Association des cadres du Centre pour le développement dans la région de l'Ifou. Un jour pour réveiller ou renforcer la riposte au Covid-19 à Kofi Yamoukro, Daoukro, Ouélé, Prikro, Mbayakro, Bonguera. Il y a tout dit à mes enfants. Tout le monde a appris ça, donc on va suivre ça. Le chef de l'État lui-même l'a dit. Il y a plus de cas de Covid-19 à l'intérieur du pays, mais ça ne veut pas dire que la maladie est vaincue. C'était important pour nous d'être aux côtés de nos parents pendant cette situation difficile, pour leur expliquer d'abord la maladie, mais nous avons profité aussi pour leur parler de paix, de cohésion, d'entente. Dans la région de l'Ifou, l'association des cadres du Centre pour le développement et son président, le ministre Amédée Kwaku, ont offert environ 30 tonnes de non-vivres, essentiellement des kits sanitaires contre le Covid-19 et des vivres. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, également au front, sensibilise les populations de Konfao et de Transua au respect des gestes barrières édictés par le gouvernement. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural s'est aussi prononcé sur la reprise de la campagne concernant l'achat de la noix de cajou fixée à 400 francs CFA le kilogramme. On en sait plus avec notre correspondant sur place, Herman Niamien. Konfao et Transua, 2 départements de la région du Gontougo qui ont reçu la visite du ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, accompagné d'une forte délégation composée du directeur général des douanes et de certains élus et cadres du Gontougo, est venu apporter son soutien aux populations et aussi les sensibiliser sur le respect des gestes barrières pour freiner la progression de la maladie à coronavirus. Arrivés les bras chargés de dons, les populations n'ont pas manqué de lui exprimer leur gratitude. Elles lui ont surtout demandé de traduire leurs vœux au Premier ministre pour ses nombreuses actions en faveur de leur région. Nous étions, pour la plupart d'entre nous, à Gondougou pour la pose de la première pierre de l'université de Gondougou. Ceux qui sont de ma génération savent avant qui allait penser qu'on allait avoir une université à Gondougou. Et aujourd'hui, on aura une université chez nous. Donc, traduisez-lui notre reconnaissance. Nous prions jour et nuit pour qu'il soit rétabli et qu'il revienne encore plus fort qu'avant. Et ça, c'est notre prière. Heureux de savoir que les populations prient sans cesse pour le rétablissement rapide du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, Kobena Kwasi Adjoumani les a assurés qu'il lui rendra fidèlement compte. Vous savez, nous sommes en période de crise sanitaire, mais avec tout son cortège de faux messages, mais s'il plaît à Dieu, je peux vous dire que le Premier ministre est bien portant. Il a profité de l'occasion pour leur demander un peu de patience quant à la commercialisation de leurs noix de cajou. On avait dit que le prix était fixé à 400 francs. Ce n'était pas de notre faute. Je suis allé parler au président et dire, ah, monsieur le président, les gens disent que quand on fixe à 300 francs, 250, ça fait que le produit va plus au Ghana. Et on a essayé de voir le prix à l'international,
Malgré la chute des prix, il a veillé à ce que ce soit 400 francs le kilogramme. Et voilà que la maladie nous est tombée dessus. Nous avons fait une réunion à la primature pour poser les bases du financement. Kobena Kwasi Adjoumani a souligné que sur les 1700 milliards de francs CFA débloqués par le gouvernement pour juguler cette crise sanitaire, 300 milliards ont été dégagés pour le seul secteur de l'agriculture, dont 105 milliards pour le secteur anacat. Il a donc demandé aux populations d'être patientes en évitant de brader leurs récoltes. La chaîne de solidarité continue d'être tissée dans les différentes localités. En cette crise sanitaire, les populations du département d'Oumé viennent d'être soulagées. Elles ont reçu de leur député Touré Ayavigeni des vivres et des non-vivres, un don pour les accompagner à faire face aux effets de la Covid-19. On en sait plus avec Mamadou Kwasi. Le député Doumbé Pao, solidaire de ces populations cette crise sanitaire, Touré Aya Virginie offre aux populations du département d'Oumé des kits de prévention constitués de soie robinet, de 12 000 cache-nez, de 13 000 gels-mains et de 16 000 morceaux de savon. À cela s'ajoutent des vivres dont 10 tonnes de riz, de l'huile et du sel, de quoi permettre à ses parents de faire face aux effets du Covid-19. Des dons réceptionnés par le préfet remis aux populations. Et le porte-parole des chefs traditionnels a traduit la reconnaissance du peuple à leurs élus. Mais avant cette cérémonie, c'est la communauté musulmane d'Oumé qui avait reçu de Touré Aya Virginie des vivres pour cette période de Ramadan. À tous ces bénéficiaires, un seul message, le respect des mesures barrières pour contrer la Covid-19. Cette maladie-là, elle se déplace, elle est dans l'air, elle est partout. Les porteurs même ne savent pas s'ils ont ça. Et tu ne peux pas voir un parent sans lui serrer la main. Or, en serrant la main, tu donnes. Tout le monde sait que c'est difficile, mais c'est le seul moyen de survie. C'est pour ça que vous voyez partout, on aide, on donne des vivres, on donne des mesures, du matériel pour se protéger, mais en même temps, on aide. On ne peut pas faire tout le monde, mais on fait ce qu'on peut. Après les dons, place au terrain pour sensibiliser davantage les populations à s'approprier les mesures barrières malgré les nouvelles mesures prises pour l'intérieur du pays. On se souvient également le consistoire des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire avait appelé le 17 mars dernier à la fermeture des temples en vue de respecter les mesures édictées par le gouvernement. À la suite donc de l'adresse du président de la République à la nation, les mesures de lutte contre la Covid-19 ont été allégées, vous le savez, à l'intérieur du pays, permettant donc le rassemblement de 200 personnes. Aujourd'hui, le consistoire des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire appelle à la réouverture des temples à l'intérieur du pays, mais en respectant les mesures barrières. La déclaration lue pour vous par Mamadou Kwasi a été recueillie pour vous par Mamadou Kwasi. Le consistoire des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire, saisissant l'opportunité des décisions du chef de l'État favorable aux activités ecclésiastiques, invite dès à présent toutes les églises protestantes évangéliques dans les villes de l'intérieur du pays à reprendre les activités cultuelles dans le strict respect des mesures barrières et décisions du chef de l'État de la République de Côte d'Ivoire. De ce fait, le consistoire des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire demande à tous les responsables et leaders religieux de prendre toutes les dispositions pour mieux encadrer les rencontres et à éviter toutes les attitudes qui pourraient compromettre la lutte contre le Covid-19 en Côte d'Ivoire. Cependant, le consistoire des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire, vu les chiffres toujours croissants communiqués par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, invite toutes les communautés chrétiennes à multiplier les jeûnes et prières en faveur de notre nation. En le faisant, le Seigneur agira favorablement pour nous, délivrés du Covid-19. Que Dieu bénisse le corps de Christ et la nation tout entière. Amen. Je vous invite maintenant à faire un petit tour à la tour A dans la commune du Plateau qui fait peau neuve. Cette tour a été réhabilitée récemment par l'État de Côte d'Ivoire. Le bâtiment, vous allez le voir, a fière allure et attire tous les regards. Travailleurs et visiteurs sont séduits par la beauté et les commodités de cette tour qui est fièrement logée à la cité administrative dans la commune du Plateau. Visite guidée en compagnie de Grâce Kando. Tour A, cité administrative au Plateau. Ce bâtiment à fière allure, il vient d'être réhabilité par l'État de Côte d'Ivoire.
Le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle y a ses bureaux, tout comme une dizaine de ministères. Brice Kwasi ne tarit pas d'éloges face à la beauté des lieux. En 2007, je fréquentais cette tour. Je vous avoue que le changement aujourd'hui, en 2020, comparé à ce que nous avions, le changement est tangible, est visible. Notre joie aujourd'hui, c'est de constater que la réhabilitation a pris en compte beaucoup d'éléments futuristes. Entre autres éléments que nous pourrions citer, une climatisation centrale, les éléments de sécurité sont également très futuristes. Une réhabilitation qui séduit également les travailleurs. Travailler dans cette tour, ça fait du bien depuis la rénovation. En tout cas, nous sommes à l'aise et dès qu'il y a un problème technique, la société en charge des tours vient régler immédiatement le problème. Par le passé, il était difficile d'accéder aux différents niveaux du fait de la vétusté des ascenseurs. Aujourd'hui, ce n'est qu'un vieux souvenir. On essaie d'assurer la fluidité au niveau des visiteurs qui arrivent au niveau de la tour A, les montées au niveau des ascenseurs, les descentes au niveau des ascenseurs. On oriente tous ceux qui viennent comme visiteurs à la tour A, qui ne savent pas où aller, où il faut partir. Avec le Covid-19, nous avons apporté un changement maintenant. C'est-à-dire que quand les gens arrivent, on leur fait garder une distance de 1 mètre entre les différentes personnes. Et de deux, quand ils montent dans l'ascenseur, ils montent à un nombre réduit, au nombre de 4 personnes. C'est-à-dire 3 personnes plus le liftier. Ce nouveau visage de la tour A est également apprécié par les visiteurs. Très beau, de très joli, accueillant. Franchement, c'est du neuf, quoi. Ce que j'ai plus aimé, c'est juste l'entrée. J'ai vu ce décor en bois, là, ce petit préau en bois, qui est vraiment très original. C'est vraiment joli. En Côte d'Ivoire, on a du bois. Et si on le met en valeur comme ça, franchement, c'est beau. Vraiment, le gouvernement a travaillé. On remercie beaucoup le président, M. Alassane Ouattara. Ce qui m'attire, à l'entrée déjà, il y a la beauté du hall. À l'entrée, on voit la beauté de la tour. Quand vous venez, il y a le personnel qui vous sourit très bien. Ils vous ouvrent la porte, ils vous donnent les orientations à suivre. Cette réhabilitation de la tour A a été accompagnée d'un réaménagement du parking. La tour B aussi a subi une touche d'embellissement. Toutes ces initiatives du gouvernement visent à améliorer les conditions de travail des fonctionnaires et agents de l'État en mettant à leur disposition le confort nécessaire. Une autre tour dénommée F est en construction. Elle est considérée comme la plus grande de l'Afrique de l'Ouest avec une hauteur de 281 mètres comportant 64 étages et 2 niveaux de sous-sol. Les travaux vont durer environ 5 ans. On va refermer ce journal par un communiqué du ministère de l'Artisanat. La Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire, sous l'égide du ministère de l'Artisanat, informe les artisans que dans le cadre du plan de riposte contre la COVID-19, seules les directions régionales du ministère de l'Artisanat et les chambres régionales de métiers sont désignées pour orienter et donner toutes les informations sur le fonds mis en place dans le cadre de la riposte. Prenez soin de vous, mais avant, on va aller pour la Guinée où 7 personnes ont perdu la vie hier mardi dans des heurts opposant des manifestants et des forces de l'ordre à Conakry, la capitale est dans le nord-ouest du pays. Selon la police, il y avait 2 groupes de manifestants. Ceux de Conakry protestaient contre les barrages routiers installés par les forces de l'ordre pour isoler la capitale en raison du coronavirus. À l'intérieur du pays, il y avait eu des mouvements pour protester contre les coupures intempestives d'électricité. C'est ici que l'on s'arrête pour ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Très bonne santé à toutes et à tous. À demain 20h.